Bonjour. Alors, je suis un peu... il y a beaucoup de lumière, je ne vous vois pas trop. Je vous prie de m'excuser pour le retard, pour les personnes qui sont venues exprès pour la présentation de la Fabrique des mobilités. Mais ça montre bien qu'on a besoin de travailler sur la mobilité, étant donné que le retard est dû à ça. Est-ce que certains d'entre vous ou pas connaissent la Fabrique des mobilités dans la salle? Je vois une main qui se lève là-bas. Une seule main, donc de fait, je vais faire un tout petit speech pour ce qu'est la Fabrique des mobilités. Donc la Fabrique des mobilités, c'est une association, une structure aujourd'hui qui a pour but premier, pour objectif premier, de transformer les mobilités, le paradigme des mobilités, grâce à l'open source, à la création de communs et surtout à un écosystème qui est unique et qui est à la fois immense, qui regroupe des territoires, qui regroupe des entreprises, des grands comptes, l'État, des ministères, mais aussi des startups, des entrepreneurs ou juste des explorateurs ou des citoyens. C'est quelque chose de vraiment un très fort écosystème et qui nous permet en fait d'avoir quasiment tous les acteurs de la mobilité dans toute la chaîne, de l'usager jusqu'à des plateformes de services ou même des constructeurs. Et à partir de là, en fait, on travaille avec eux en open source. Donc, le sujet de la conférence, c'était vraiment comment on arrive à remettre le citoyen, en fait, ou le citoyen et la citoyenne au cœur des mobilités et faire aussi en sorte de le faire autrement, c'est-à-dire pas forcément avec des choses qui sont complètement fermées, où on n'a pas... Aujourd'hui, la mobilité, c'est le premier, quand même le premier facteur de captage de données, où on peut se rapproprier ces données, tout ça. Donc on a énormément de projets à la Fabrique des mobilités, sachant que on est sur du hard et sur du low tech, du soft, et on essaye vraiment de faire, d'inspirer, de faire plein de projets avec différents acteurs. Là, moi, je suis venue pour vous présenter notamment le compte personnel de mobilité, qui n'existe pas et qui est toujours pas créé, mais qui est notre projet sur 2020 et les années suivantes, pour justement avoir une approche de la mobilité par les entreprises et territoires et l'État qui est différente. Pourquoi travailler là-dessus? On travaille sur des boîtiers connectés, on travaille sur des véhicules en open source, sur également la preuve de covoiturage. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, la preuve de covoiturage. En fait, on réinvente des standards. Pas on réinvente, c'est on invente des standards. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la preuve de covoiturage. C'est comment on va faire travailler tous les acteurs du covoiturage pour avoir en fait une certification, comme quand vous avez une facture parce que vous avez tous les mois pris votre abonnement de bus. Bah, comment votre entreprise, par cette preuve de covoiturage, peut arriver à montrer en fait que vous êtes venu en covoiturage et vous faire rembourser vos frais comme si vous aviez pris le bus ou le métro. Pourquoi? Parce que en fait, les bus et les métros, il n'y en a pas partout. La mobilité sur les territoires, c'est quelque chose qui est... nous, sur Paris, on est hyper chanceux, mais on l'a vu, hein, la crise des gilets jaunes, elle n'est pas pour rien non plus. C'est qu'il y a un vrai problème de mobilité sur les territoires. Et donc, c'est des choses comme ça qu'on essaye de changer. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur Via Navigo, par exemple, avant, il n'y avait pas l'option covoiturage. Maintenant, sur Via Navigo, avec la région, on a travaillé et vous avez, en mettant tous les acteurs du covoiturage autour de la table, tout en open source, en fait, on va plus vite, on va plus loin. Et là, aujourd'hui, vous avez sur l'application intégré, selon les territoires, telle ou telle entreprise de covoiturage qui est là et qui peut vous renseigner là-dessus. C'est ça, en fait, ce qu'on fait à la Fabrique des mobilités, c'est qu'on met les acteurs autour de la table, on essaye de créer des standards, on essaye de créer des communs, et de façon à aller plus vite par l'open source et pour aller plus loin. On n'est pas, on n'invente rien. On essaye juste de développer un modèle européen, contrairement au modèle américain ou au modèle chinois. Le modèle américain qui est sur le tout privé, captage des données et la commercialisation. Le modèle chinois qui va être très dictature et étatique, où on investit énormément d'argent, mais on travaille sur l'open source. Il faut savoir, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le projet Apollo.
Alors c'est soit vraiment je vous vois pas parce qu'il y a trop de lumière, soit vraiment personne ne lève la main. Personne ne lève la main. Donc le projet Apollo, typiquement, c'est l'État chinois qui décide de lancer, de mettre 1 milliard, voire plus, dans de l'open source sur le véhicule autonome. Et là, il y a toutes les entreprises mondiales du véhicule, des constructeurs, du soft, qui se disent ben, « Ok, on vient bosser avec vous ». Et qu'est-ce qu'ils font en faisant ça ? Sur de l'open source, ils rassemblent tous les acteurs pour être le standard de demain du véhicule autonome. C'est ce qu'a fait Android sur les téléphones, c'est ce que fait aujourd'hui la Chine sur la mobilité et avec le projet Apollo. Et nous, on fait pareil. Sauf que on a décidé de le faire à l'usage du citoyen parce que soyons honnêtes, le véhicule autonome, c'est quand même pas ça qui va sauver les mobilités et qui va changer quoi que ce soit sur les embouteillages ou quoi d'autre. C'est juste du gadget. Et il faut se remettre en fait à la place de comment on peut faire changer l'approche des mobilités par les gens, pour les inciter en fait, sur de l'incitatif et pas du contraint, sur tous les territoires, en les payant, on va dire, pour qu'ils prennent des usages alternatifs à l'autosolisme. Et donc c'est ça qu'on essaye de créer, entre autres, avec les différents projets. Et aujourd'hui, le projet sur lequel on est complètement à fond et on croise les doigts pour qu'il sorte, puisqu'on a répondu à pas mal d'appels à projets, c'est le compte personnel de mobilité. Le compte personnel de mobilité, comme je vous disais, c'était un peu comment on fait des mobilités alternatives. Et c'est surtout pour répondre à quels enjeux. En fait, on veut répondre à un problème. Aujourd'hui, le problème, on connaît le problème de l'impact carbone et environnemental. On connaît le problème de la congestion, de la pollution et du coup de l'impact que ça a sur la santé. On voit aujourd'hui en plus un certain nombre de manifestations, de mobilisations citoyennes qui, c'est pas à cause du prix du gasoil, c'est pas ça qui a fait la crise des Gilets jaunes à la base, les ronds-points. C'est pourquoi je n'ai pas le droit en fait d'avoir des mobilités alternatives et je suis obligée de prendre ma voiture tous les jours. Il faut savoir que 68% des trajets quotidiens pour aller au travail, domicile-travail, sont des trajets qui sont contraints. Les gens se trouvent enfermés, contraints dans leur voiture et ils n'ont aucune autre possibilité d'eux. Il y a un problème d'aménagement du territoire et il y a un problème de service public derrière. Et enfin, les entreprises aujourd'hui sont un peu paumées avec la loi LOM ou avec... aujourd'hui, oui, il y a une partie, par exemple, les entreprises ont l'obligation de prendre 50% des transports en commun. Génial, quand il y en a. Quand il n'y en a pas, vous faites quoi? L'indemnité kilométrique en vélo, quand tu es à moins de 20 km de là où tu travailles, ok, pourquoi pas, sachant qu'il n'y a aucune obligation d'être mise en place. Et c'est vraiment la bonne volonté des entreprises. Et même au sein même des entreprises et pour leurs employés et le bien-être du travail, ils essayent de réfléchir à comment on peut inciter nos employés à venir différemment. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein, c'est vraiment un défi propre à la fois sur les utilisateurs et les usagers parce qu'il y a tout le travail de l'information. Souvent, on n'a pas l'information, on a l'information sur 10 sites différents, on ne sait pas ce qu'il y a en alternatif à part prendre sa voiture. Il y a les acteurs publics qui essayent de faire des choses, mais non contraignantes finalement avec la loi LOM ou qui ne sont pas en capacité encore d'apporter une réponse pour inciter. Il y a les opérateurs de mobilité qui essayent de proposer des modèles alternatifs, mais ils sont tous en concurrence au final. Donc il y a les solutions qui existent, mais ils ne travaillent pas ensemble et chacun travaille de son côté pour offrir une solution. Et en fait, ils ne vont pas assez vite et le temps va à une vitesse. En fait, les usages changent tellement vite. Et enfin, les entreprises qui ne savent pas comment faire. Donc nous, ce qu'on propose, c'est le compte personnel de mobilité. C'est un petit peu, j'ai envie de vous dire, l'équivalent, c'est hyper ambitieux et prétentieux, hein, mais on a pour ambition en fait de créer le ticket restaurant de la mobilité.
Ticket restaurant, par exemple, c'est devenu une norme standard par les entreprises qui viennent sur votre salaire ou pour aller déjeuner à moindre coût avec une prise en charge de l'entreprise. Vous avez le compte personnel de formation. Je ne sais pas si ça vous parle en fait. Aujourd'hui, le compte général de formation où là, c'est pareil. Il y avait des points quand on était salarié, mais il n'y avait pas un standard qui existait pour savoir quels sont mes droits de formation quand je ne suis plus dans l'entreprise, etc. Il y a même le France Connect ou la carte vitale ou énormément de choses comme ça. On ne se rend pas compte, mais ça a changé en fait notre quotidien pour les entreprises, pour les territoires, pour l'économie. Et donc nous, c'est ce qu'on veut faire avec le compte personnel de mobilité. Le compte personnel de mobilité, c'est-à-dire que chacun ou chacune aura le droit d'avoir son compte personnel avec l'usage propre de ces datas, c'est-à-dire que les datas qui sont captées, elles seront données ou pas, ce sera le choix de l'utilisateur et de l'utilisatrice. Et en fait, en fonction de son moyen de transport alternatif pour se rendre au travail, il va gagner des points. Il va gagner des points et c'est l'entreprise ou le territoire ou un opérateur de avec des opérateurs de mobilité mis en commun qui vont avoir ce partage en fait de données et surtout cette capitalisation pour la personne qui a fait qui est incité, on va dire, à prendre autre chose que sa voiture et pour aller au travail. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais c'est, on va dire, le parcours utilisateur avec, là, on a pris sur le cas d'un vélo où je prends n'importe quelle marque de vélo en free floating ou en service de borne. Et je passe ma carte, donc j'ai mes données, je sais combien de kilomètres j'ai fait, j'arrive, je le dépose là où je peux au niveau de mon entreprise et en fait je prends un certain nombre de points sur les déplacements qui sont de fait ensuite financés par l'entreprise ou le territoire et qui peuvent aussi être, on parle d'un solde, on peut parler de financier, mais qui peut aussi se traduire par des services en fait d'intérêt général qu'on peut gagner, voilà. Donc c'est avec une gestion d'une identité unique et d'un portefeuille unique. On se dit même que le compte de mobilité, aujourd'hui on travaille avec France Connect pourquoi pas en fait. Est-ce que tout le monde connaît France Connect ou pas? Je vous rappelle quand même qu'il est dimanche. Si vous pouviez être aussi dynamique que moi, un petit peu pour me répondre, ce serait hyper sympa. France Connect, ça parle à personne? Si? Ouais? Ok, merci pour la réponse. Pour ceux à qui ça ne parle pas, France Connect, en fait, c'est le compte qui a été mis en place. C'est une plateforme où l'identité de chaque citoyen, citoyenne française, en fait, peuvent se connecter à tous les services étatiques par juste cette plateforme France Connect, c'est-à-dire qu'on a un seul identifiant pour tous les services. Donc là, ce serait un peu pareil sur... on pourrait passer par France Connect pour se connecter au compte de personnel de mobilité. Et y a aussi comment on apprend, parce que juste dire vous allez prendre un autre moyen de transport, ça marche pas. C'est comme l'exemple des bâtiments basse consommation où tout est étudié à ingénierie pour que ça consomme le moins. Sauf que quand vous mettez des gens dedans qui ne savent pas se servir, ben, ça consomme 2 fois plus que ce qui était prévu à l'initial et qu'un bâtiment normal. Donc là aussi, il y a vraiment toute à la fois l'interface avec l'entreprise, mais il y a aussi toute la question du coach de transformateur des mobilités et de l'accompagnement sur le parcours complet. Et de là, vous allez dire, ok, mais du coup, comment ça marche au niveau des données? Pourquoi on dit que c'est de l'open source, etc. Ben, parce que là encore, on va travailler avec... il y a des masses. En fait, on va faire un espèce de chaînon manquant entre le MaaS, les plateformes de MaaS et les API et les services. Et on va vraiment pouvoir, avec ce nombre d'acteurs autour de la table, créer ce standard-là où tout le monde, en fait, n'importe quel opérateur de mobilité ou n'importe quel territoire ou n'importe quelle entreprise aura la même norme, on va dire, le même standard pour avancer. Et le fait de le faire en open source, ça veut dire qu'on crée la brique
une du standard, mais après, ça peut être développé par n'importe quel opérateur et à sa façon, mais la brique de base sera toujours la même, de façon à ce qu'elle soit interopérable pour tous les acteurs de la mobilité et surtout pour le citoyen, pour l'entreprise, pour le fournisseur de droits, etc. Donc c'est là-dessus où on va travailler, où on voit la force de l'open source, parce qu'on aurait choisi de le faire avec un privé. On aurait pu, juste avec n'importe quel privé, le faire et dire, eh ben voilà, on va créer ça et puis on va le vendre en service et puis c'est bien. Mais de fait, il y a quelqu'un d'autre qui va faire pareil, il y a quelqu'un d'autre qui va faire pareil, et on se retrouve dans une jungle d'offres qui, au final, remet à zéro le fait que on n'a pas l'info, l'usager ne sait pas vers quoi partir. Voilà, c'est comme si vous aviez, je sais pas, que des tickets restaurants, mais selon les restaurants où vous allez, celui-là est accepté, mais pas celui-là. Donc c'est ça qu'on aurait pu faire si on avait fait enfermer avec une boîte, un opérateur, juste un territoire. Le fait de le faire en open source avec tous ces acteurs, ben, ça va nous permettre justement à ce que ça soit pour l'usager et pour tout le monde au mieux. Et c'est quelque chose qui est vraiment... voilà, l'ambition, c'est quand même un projet sociétal. On est sur de l'intérêt général. Nous, là-dessus, on va se faire absolument aucun argent. C'est pas le but. Le but financier, ça va être vraiment de le construire et ensuite d'offrir cet objet à un opérateur d'État de façon à ce que ce soit accessible à tout le monde. Et même au niveau, là, on le fait en France, mais il faut savoir qu'on a déjà... la fabrique des mobilités existe au Canada. On a une au Canada, une qui est en train de se créer en Italie. Il va y en avoir une sur le continent africain pour tous les opérateurs, les pays en fait, qui veulent travailler sur la mobilité, parce que c'est un gros problème. Et au niveau européen, on a déjà le Portugal, la ville de Lisbonne, qui est intéressée pour le faire. Quand ils ont vu ça, en fait, ils se sont intéressés en disant, bah, nous, on veut peut-être être un territoire d'expérimentation là-dessus. Tout en respectant le fait que ça soit sur l'intérêt général et le bien commun, bah forcément, on respecte la RGPD, on est en Europe, donc la RGPD et tout ce qui est la CNIL et tout le travail qu'il y a là-dessus, parce que c'est un gros souci pour les opérateurs. Et d'ailleurs, on le voit, on a tous les opérateurs de trottinettes qui sont associés à la fabrique des mobilités pour comment on travaille sur différentes choses, sur les marchés publics. En fait, on se rend compte vraiment, grâce à ce projet comme un autre, qu'on peut, en travaillant ensemble, aller beaucoup plus vite et avoir un impact en fait, qui est plus fort sur les changements de comportement et aussi sur le pouvoir des citoyens de se déplacer autrement. Alors là, c'était un petit film. Je ne sais pas s'il marche. Attendez. J'ai l'impression qu'il s'était lancé. Ouais, alors là, je ne sais pas si le son va marcher. Bon, le son ne marche pas. C'était juste une petite vidéo pour vous présenter un certain nombre d'acteurs, grands groupes privés ou écoles ou SNCF ou même des politiques, des députés qui expliquaient, qui soutenaient le projet parce que c'est un projet vraiment d'intérêt général. Là, sans les paroles, ça n'a aucun intérêt. Et je vous montre une autre chose. Parce que ça a un coût, c'est des millions d'euros pour construire une plateforme comme ça et un standard. Ce qu'on oublie souvent, c'est que dans la mobilité, et surtout maintenant, c'est l'investissement derrière. On sait construire des routes, on sait payer des routes. En revanche, on sait très peu construire des plateformes et surtout, on ne sait pas les financer. Trouver des financements aujourd'hui pour faire des plateformes et créer des plateformes d'infrastructure, parce qu'aujourd'hui, la mobilité, le numérique, c'est de l'infrastructure, c'est très, très, très difficile. Ça ne rentre pas dans le code des marchés publics. On ne peut pas considérer ça comme de l'infrastructure, en fait, alors que c'est de l'infrastructure, comme si on faisait une route. Créer une plateforme, ça coûte plus cher et c'est aussi compliqué, c'est même plus compliqué qu'une route. Et malheureusement, on a du mal sur les investissements. Donc là, c'est
vraiment un projet où... alors vous allez dire, ouais génial, on change les mobilités et on est avec Total et Carfuel. En fait, on leur prend juste de l'argent. Parce qu'ils ont des obligations d'économie d'énergie, ce qu'on appelle les CE, et pour le réinjecter dans un programme qui est une expérimentation et surtout publique et qui est non commercial. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, on a la plupart de l'investissement de recherche qui part dans le privé pour être à des buts commerciaux alors que c'est de l'argent public. Donc on s'est dit, on va faire un peu différent, on va prendre de l'argent privé pour les gens qui polluent le plus, et puis on va le rendre à l'intérêt public. Voilà, c'est aussi ça la force de travailler avec un écosystème large, mais comme vous voyez, on est avec un certain nombre de personnes et de groupes là-dessus. Donc le reste des diapos, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est toute la partie financière du truc et ça ne va pas vous intéresser. Et puis je crois que j'ai pas le droit de le montrer en fait. Là même ce que je vous montre, j'ai pas encore le droit de vous le montrer, mais c'est pas très grave. Hop, c'est juste pour vous dire que voilà, c'est comme ça qu'on essaye de mobiliser les citoyens, parce qu'on va avoir des cas d'usage, l'écosystème. Quand je vous disais que le but premier et l'objet de notre structure, c'était vraiment changer le paradigme des mobilités par trois choses, qui est l'open source, la création de communs et l'écosystème. C'est parce que déjà, en open source, on va plus vite. Il faut vraiment se sortir de la tête que la propriété et l'idée, l'invention, l'innovation... L'innovation n'existe même plus de toute façon aujourd'hui en France. On est sur des inventions ou sur d'autres choses, mais la vraie rupture, ça existe très peu. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire là-dessus, où ça va être vraiment une rupture et un changement complet. Et donc ça, c'est sur l'open source, donc la propriété, on ne veut plus. Les communs, c'est comment on fait ensemble et on décide des règles d'usage ensemble et avec les citoyens et les citoyennes pour les réimpliquer dedans et qu'ils puissent se réapproprier leur choix de mobilité et leur choix d'usage de données. Et enfin, l'écosystème. Quand vous avez un écosystème aussi large avec des acteurs complètement différents qui n'ont même pas le même langage et que nous, on essaye juste de les faire parler ensemble et travailler ensemble, eh ben c'est un gain énorme. Et c'est comme ça, en fait, que c'est le pari qu'on fait. C'est le pari qu'on a fait depuis 4 ans. Et jusqu'à maintenant, ça a marché. Ça a marché sur plein de projets qui sortent. Et on espère bien, en 2020, montrer que c'est le modèle européen qu'on peut avoir plutôt que de la concurrence, plutôt que de la propriété du Amazon, du Google, du Baidu, du chinois. Le modèle européen, ça va être autour de l'open source et ça va être autour de la création de communs. Et donc, nous, on le fait sur les mobilités et aussi un petit peu sur l'urbanisme, mais ça, c'est d'autres projets qu'on pourra vous présenter. Et là, voilà, comme je dis, c'est comment on remet... vraiment, on permet en fait aux gens d'avoir le choix, puisque aujourd'hui, ce choix, ils ne l'ont pas forcément sur les territoires. Les territoires ne savent pas comment le faire, et surtout, inciter par la récompense plutôt que par la peine en disant, ou la sanction en disant... Maintenant, vous arrêtez vos voitures, on supprime les voitures et puis vous vous démerdez, quoi. Et c'est pas ça, en fait. C'est le changement de comportement, il faut qu'il soit accompagné. L'alternative à la voiture, il faut que ça soit accompagné, et il faut que ça soit accompagné outre par la course à tous les modèles de mobilité que vous voulez, mais au final, ça change rien du tout parce que votre trottinette ou votre free floating, vous ne l'avez pas quand vous êtes à la campagne. C'est aussi une question, parler de démobilité. Là, en fait, on est aussi sur une chose où on parle de démobilité. C'est comment on arrive à réaménager le territoire, et c'est ce qu'on va faire, à inciter de façon à moins se déplacer, que ça soit moins contraint, ou avec, du coup, sur le déplacement, on va dire sur une zone de 20 km, où on peut vraiment prendre son vélo électrique, ou son vélo tout court, ou d'autres véhicules, ou le covoiturage, ou plein de choses en mobilité alternative, et surtout être payé pour le faire, ou gagner des points de service pour le faire, et ça, c'est le changement complet. Voilà sur ce projet-là en particulier que j'étais venue vous présenter.
Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup.